Alors bonjour à tous, bienvenue à notre shiur de Gemara numéro 2 de la semaine. Alors mes chers amis, on a regardé hier un petit peu la Mishnah, donc on en a cassé un petit peu la glace. J'aimerais juste retourner en arrière pour expliquer deux points importants qui sont en rapport avec une inconsistance et une manière de catégoriser les masertot dans le canon de la Mishnah. Alors comme vous savez, la Masechet Horayot se trouve à la fin du Seder Nezikin. Et le Seder Nezikin, c'est là où nous avons tous les cas de dommages et intérêts, avec les traités Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Alors, très étonnamment, à la fin de Nezikin, c'est là que vous allez trouver Masechet Avot. Donc, puis le Pirkei Avot, il est catégorisé carrément dans le canon des dommages et intérêts. Et Masechet Horayot aussi, c'est une Masechet qui, les Chaora, deal avec des korbanot, et donc des erreurs juridiques, mais qui se concentre exclusivement sur une manière de réparer une erreur juridique à travers le fait qu'on emmène un sacrifice au Beth Amikdash. Alors, je vais vous montrer quelques commentateurs qui s'interrogent. Comment ça se fait que que Rabbi Yehuda Nassi, qui a donc compilé toutes les Mishnayot et organisé le Talmud, et que Rabbi Chia et Rabbi Ashi, qui ont organisé le Talmud par la suite, ont suivi exactement sa nomenclature. Comment ça se fait qu'il a décidé de mettre une Masechet qui s'appelle Hurayot, qui les Chora devrait aller dans le Seder Kochin, où on deal avec tout ce qui est Korbanot, et qu'il a choisi de la mettre dans les cas de dommages et intérêts. Alors ça, c'est la première question qu'on va essayer de résoudre. Alors, allons voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce sujet-là. Alors, regardez ici. Hmm, Alors, donnez-moi un instant, je m'excuse, je vais juste aller chercher ma page. Here we go. Alors, regardez ici, Rabotai. Madoua nishtanit masechet urayot beseder nezikin. Comment ça se fait que masechet urayot est dans le traité nezikin et elle est juste après masechet avot? Alors, le Be'er Sheva, il demande, Madoua nishtana masechet urayot beseder nezikin, ve'are inyana hu korbanot. C'est bizarre, ça n'a rien à voir avec les dommages et intérêts, malgré qu'on parle d'un cas d'erreur juridique par une cour rabbinique, mais Be'etzem, le rov de tous les dinim qu'on va voir dans cette masechet, est en rapport avec un din de korbanot. Haya Raoui les Shanota Seder Kochim, on aurait dû donc la catégoriser et la mettre dans le Seder Kodashim, où il y a Masechet Zevachim et Menachot et tous les traités du Talmud qui deal avec les lois des Korbanot. Kemo Sheksheta Agmara Nazir. On a le même cas dans Masechet Nazir. Alors Nazir, comme vous savez, c'est un vœu, donc c'est quelque chose qui est en rapport avec les Nédarim. Et la Gemara, elle demande, Madoua nishtana masechet nazir beseder nashim. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans le seder de la Mishnah qui concerne les lois des femmes, où il y a les masertot comme Gitin et Ketuvot, qui parlent des lois de contrat de mariage et des lois de divorce. Et donc, comment ça se fait que ça a été fait là-bas? Même chose ici, Hare Inyana, le point de Masechet Nazir, c'est des korbanot aussi. Hayara ou les shanota beseder kochin. Il fallait la mettre aussi dans Seder Kodashim. Ve'odiksha, pourquoi Masechet Urayot? Elle vient juste après Masechet Avot. Et Bichlal, il faut demander pourquoi Masechet Avot elle-même, qui est une Masechet d'éthique et donc de morale, qu'est-ce qu'elle fait une compilation talmudique de Mishnah qui est en rapport avec les cas de dommages et intérêts. Alors regardez ça, c'est une réponse qui vient du Rambam. Tiretz alpi divrei Rambam. Donc le Be'er Sheva qui a posé toutes ces questions sur encore une fois la catégorisation et le placement de certains traités, il répond la chose suivante. Sider rabbi et masechet avot ahare masechet Sanhedrin ve'amasertot hanilvot eleha. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Houda Nassi? Il a compilé donc Masechet Avot après le traité qui s'appelle Sanhedrin, qui traite de l'organisation de tous les cours rabbiniques. Sheken hi kolelet divrei musar hanitzrachim la dayanim. Pour une simple raison, que les dayanim eux-mêmes, ils ont besoin de prendre et de se renforcer en matière d'éthique et de morale. Et comme la Mishnah elle dit clairement dans Avot, dans le Perek Aleph Mishnah Aleph, Havu metunim badim. Soyez méticuleux et soyez bien précis quand vous rendez un jugement. Alors, après chez Bi'er et Moussar Adayanim, après qu'on a donc donné un renforcement d'éthique et de morale pour les Dayanim, Hitrin Rabbi Levaer et Dinne Shegagotehem.
Rabbi Udanassi a commencé à parler des cas où les Dayanim font des erreurs en cours. Et c'est ça qui est traité dans Maseret Horayot. Et donc, on comprend maintenant la structure et la séquence de comment ces Masertot ont été organisés. Donc, en d'autres termes, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est vrai que c'est un traité qui est en rapport avec les Korbanot, mais c'est un traité qui démarre avant tout avec des erreurs que les juges font. Alors, on a mis Maseret Avot à la fin du CEDER de dommages et intérêts pour justement renforcer au niveau de l'éthique, de la morale et de l'intégrité les futurs Dayanim. Et comme on parlait encore une fois d'éthique de Dayanim, on a enchaîné tout de suite avec les erreurs rabbiniques qui peuvent être rendues en cours et la manière de les corriger avec les korbanot. Donc c'est comme ça qu'on justifie que Masechet Horayot, elle n'est pas dans Seder Kochim, mais qu'elle est placée à la fin de Seder Nezikin. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, Rabotai, avant que j'avance? Non, non. Ok, alors j'assume que tout est bon. Alors, on va revenir maintenant à un autre point intéressant ici. Regardez ça, c'est une question très intéressante. Alors, hier, je vous ai montré les psukim qui démarrent et qui expliquent dans la Torah même les erreurs qui sont faites par le Beth Din et les erreurs qui sont faites par ce qu'on appelle le Kohen Mashiach, donc le Kohen Gadol. Alors, la première, une autre question très intéressante que le Be'er Sheva, qui est donc encore une fois un commentateur classique de Masechet Hourayot, il demande, c'est que la vérité, la Masechet, elle aurait dû démarrer avec le Perek Sheni de Hourayot. Pourquoi? Parce que dans le Perek Rishon, on traite des erreurs qui ont lieu en cours, et dans le Perek Sheni, on traite des erreurs qui sont faites par le Kohen Gadol, qui aurait donné une marche à suivre erronée, et que la population l'ait suivie. Alors le Be'er Sheva, il demande une question simple. Si dans les psukim dans la Torah, le traité, ce qui est décrit en premier, c'est l'erreur du Kohen Gadol, il fallait que la Mishnah elle respecte l'ordre qui est marqué dans la Torah. Et en théorie, elle aurait dû démarrer avec le deuxième Pérec, qui deal avec les erreurs qu'un Kohen Gadol y fait en termes de décisions juridiques et de marche à suivre pour la population générale en Eretz Israël. Alors regardez dans les mots. Madoua alopatha hamasechet beperek sheni. Comment ça se fait que Masechet Urayot n'a pas démarré avec le deuxième Pérec? Hora Koren Mashiach, où on parle des erreurs qui sont faites par le Kohen Gadol. Pourquoi? Sha'are Batora, parce que dans la Torah, la description première qui apparaît dans les erreurs juridiques, elle concerne le Kohen Gadol, et par la suite, on va parler des erreurs qui sont faites par le tribunal. Et donc, il dit, Batora, Huskaru dine Kohen Mashiach sheta'a, Kodem dine Sanhedrin sheta'u. Dans la Torah, on voit que on décrit d'abord l'erreur du Kohen Mashiach quand il a donné une décision juridique qui était erronée, et par la suite, on parle de ce qu'on appelle une erreur d'une cour rabbinique. Et donc, en théorie, la Mishnah et la structure de la Masechet ou Rayot, elle aurait dû suivre exactement l'ordre qui est prévu dans la Torah. Alors regardez ça ici, Rabotai. Deux réponses très intéressantes. Première réponse. Kevan Shiratzatana Lehalan. Étant donné que dans le Daf Vav, dans la page 6b qu'on va voir très bientôt, là-bas, on nous parle les Hashmi'enu Sheorat Kohen Mashiach Le'atzmo, Keoraat Beddin Letzibur. Là-bas, on nous explique un principe fondamental. Qu'un Kohen Gadol qui fait une erreur et dans une décision juridique, il est exactement égal à une erreur qui est faite par un groupe de juges rabbiniques dans une cour rabbinique. Et donc, dans ce cas-là, si les deux paramètres sont égaux, Hutzrach mitechila le'ashme'anu, madin hora'an bedin letzibur. On voulait commencer donc par nous expliquer les erreurs et les incidences et les conséquences que quand une erreur est faite par un beddin, comment ça touche le reste de la population. Et donc, c'est vrai que si on voulait respecter l'ordre de la Torah, on aurait dû démarrer avec le Kohen Gadol, mais comme ce que le Kohen Gadol fait, même si c'est un individu, et si c'est lui, seulement lui, qui fait cette erreur juridique, il a exactement la même halakha qu'un beddin, qu'une cour rabbinique qui a fait une erreur à une plus grande portée. Alors on a voulu expliquer d'abord les erreurs à grande portée pour revenir par la suite se reconcentrer sur les erreurs à petite portée qu'un Kohen Gadol il aurait fait. Deuxième réponse, regardez ça aussi.
Alors ça, c'est marqué dans un midrash. Et ce midrash est rapporté par Rashi dans Vaïkra Perek Dalet Pasuk Gimel. Quand un Kohen Mashiach il fait une erreur, Hareze Genutam Shel Israël, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans Am Israël. Parce que si c'est celui qui les représente et de qui dépend tout leur pardon pendant Yom Kippourim et pendant plein de services qui ont des étapes de service qui ont lieu au Beth Amikdash, donc quand un Kohen Gadol fait une erreur aussi grave, en général c'est symptomatique qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans le peuple. Parce que Israël Teluim be Kohen Gadol, she'akriv alehem velechaper alehem. Parce que tout dépend du Kohen Gadol par rapport au pardon général du peuple, comme par exemple pendant Yom Kippourim. וכשחטא נעשה מקולקל, לפיכך לא רצה תנא לפתוח בגנות. Alors, étant donné que l'erreur du Kohen Gadol, elle est considérée comme un symptôme d'une carence et de quelque chose qui ne va pas chez Am Israël, le Tana qui a organisé la Mishnah ne voulait pas démarrer avec une tâche dans le dossier. Il voulait pas démarrer avec une erreur qui viendrait du Kohen Gadol, qui supposerait qu'il y a quelque chose qui va mal dans le clan d'Israël. Alors il a commencé par décrire les erreurs qui sont faites par un Sanhédrin, plutôt que de commencer par le Kohen Gadol à cause de cette raison. Parce qu'il voulait pas démarrer la Masechet avec quelque chose de négatif. Alright. Des questions sur ça, Rabotai? C'est bon? Okido. Alors, on va retourner maintenant dans notre page de Talmud et on va commencer la Gemara. Alors regardez ici, je vous ramène dans la page de Talmud. Juste que je la retrouve. Et here we go. Alors, donc Gmara démarre avec le grand guillemet même que vous voyez ici. Amar Shmuel. Shmuel il dit, Les olam, que tu saches que, en vérité, en beddin hayavin, le beddin est liable, c'est-à-dire qu'il est coupable et qu'il doit porter des actions correctives. Ad sheyomru lahem mutarim atem. C'est seulement quand les juges, d'un commun accord, ils disent à la population générale, c'est permis de faire telle et telle chose. Vous avez le droit de faire telle et telle chose. Alors l'exemple qu'on a donné hier, basé sur Rashi, l'erreur typique, c'est qu'ils ont permis, par exemple, la consommation de graisse interdite qui se retrouve dans les abats des animaux. Alors s'ils ont fait une erreur comme ça, et s'ils ont juste dit la graisse est permise, ça ne marchera pas. Ils doivent dire à la population, c'est permis pour vous de manger de la graisse qui est pas malheureusement qui est une erreur, vu que ce genre de graisse est complètement interdite. Mais on voit que Shmuel, il a l'air de dire que il faut absolument que l'expression soit utilisée pour pouvoir rentrer dans tout et actionner tout le protocole de correction d'une erreur juridique. Sinon, ça ne marchera pas. Rav Dimi Minardaa, Rav Dimi de Nardaa, donc c'est une ville qui était en ancienne Babylonie. Lui, il pousse le bouchon un peu plus loin et il dit Ad sheyomru lahem, ça ne peut arriver seulement qu'il y ait des erreurs et qu'on catégorise ça comme une erreur de la cour rabbinique, seulement s'ils leur disent Mutarim atem la asot. Il est permis pour vous de faire telle et telle chose. Donc lui, il ajoute un langage un peu plus direct qui encouragerait la population à aller poser une action qui normalement est interdite, mais que le Bedin a fait une erreur en pensant que c'était permis. Donc Rav Dimi, il ajoute que il faut qu'il y ait un langage actif. Il faut que le Bedin dise clairement qu'on a le droit de faire telle et telle chose. Par erreur, bien évidemment. Alors, la Gemara demande, Maïtama, c'est quoi la raison? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une expression? Si erreur il y a eu lieu, en théorie, logiquement, on aurait dit, comment ça a été dit, c'est pas important. Ce qui est plus important, c'est de canaliser et de répertorier l'erreur et de commencer à actionner le protocole pour la corriger. Mais comment l'erreur a été énoncée, les Chaora, c'est un détail qui est secondaire. Et la Gemara, elle dit, pas du tout, c'est pas un détail qui est secondaire. Pourquoi? Les filles chez nigmera hora'a. Parce que pour qu'on soit capable de catégoriser une décision juridique d'une cour comme une décision juridique, il faut qu'il y ait un langage de permission et d'action qui sont employés par les juges. Sinon, ça ne s'appelle pas une décision de la Cour. Donc la Cour doit donner comme prérogative et comme instruction qu'il est permis de faire telle et telle chose, de telle sorte qu'on actionne le protocole de correction d'erreurs juridiques. Et si l'expression n'est pas employée, eh ben, on tombe même pas dans la paracha.
C'est-à-dire que le protocole ne peut même pas être actionné, d'après ce que Shmuel et de ce que Rav Dimi dit. Alors c'est intéressant, mais on voit ici que le langage est important et que pour catégoriser une décision de la Cour qui est erronée comme une décision erronée, il faut que le langage de permission et le langage d'encouragement d'agir suivant cette permission soit employés par les juges. Sinon, ça s'appelle pas une décision rabbinique, d'une cour rabbinique. Donc il y a un langage qu'on doit respecter. All right. Alors, Rabotai, on va aller plus loin dans la Gemara, mais avant d'aller plus loin, je dois vous donner une petite introduction pour vous expliquer ce que la Gemara va faire. La Gemara va emmener plusieurs situations qui sont éparpillées dans le Talmud et dans les Mishnayot, où on retrouve un peu ce principe que le langage qui est prononcé dans certaines situations, comme dans des cas d'erreur juridique, est très important, et c'est comme ça qu'on arrive à lui donner le statut d'une décision de la Cour réelle. Le premier exemple que la Gemara va aller chercher, c'est un exemple très fameux qu'on appelle le Zaken Mamré. Alors le Zaken Mamré, je vous explique ce que c'est. C'est le seul cas juridique dans la Torah où une personne peut être condamnée sans avoir le droit de se défendre. C'est très bizarre parce que d'habitude, les Dayanim, qu'on a déjà expliqué plusieurs fois, il n'y a pas d'avocat dans le système juridique juif, c'est les juges eux-mêmes qui se partagent. Ils sont toujours en nombre impair, ils se partagent en prosécution et en défense. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a un cas de Zaken Mamré qui se présente devant une cour, il n'y a pas de défense. Et c'est très étrange. Alors c'est quoi un Zaken Mamré? C'est une ville en Eretz Israël, par exemple, où les membres du Beddin, en particulier un sage qu'on appelle le Zaken Mamré, qui est donc un espèce de juge rabbinique qui a une certaine expérience, ils ont un litige et ils n'arrivent pas à statuer sur une question donnée. Alors qu'est-ce qu'ils font quand ils sont coincés? Et que c'est une petite ville avec un Beddin, avec une cour rabbinique locale, eh ben ils vont tous à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, et ils convoquent, ils demandent une session avec le grand Sanhédrin avec comme la Cour suprême, on va dire. Donc le Sanhédrin qui siège à Yerushalayim se retrouve donc sollicité pour essayer de les aider à répondre à cette question. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Le Beddin à Yerushalayim, donc le grand Sanhédrin, tranche de l'opinion qui est contraire à ce que ce sage y pense. Et quand le Beddin local revient dans sa localité, dans la ville d'où ils sont partis pour aller questionner le Beddin de Yerushalayim, là, ce vieux juge qui est expérimenté, il décide d'aller contre la décision du Sanhédrin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il issue donc une décision locale de sa cour à lui, comme quoi telle et telle chose est permise, ou peu importe le cas, mais qui est contraire à ce que le Sanhédrin a statué quand ils sont venus leur poser la question. Alors ce gars-là, il est considéré comme ce qu'on appelle un messite, quelqu'un qui pousse des gens à faire des erreurs et à adopter des comportements déviants spirituels. Et à cause de ça, il perd toute sa crédibilité et on n'a même pas le droit de le défendre en cours. Pourquoi? Parce qu'il était averti. Ils avaient un litige au niveau local, ils ont été se rendre à Yerushalayim, le Beddin a statué, et quand il revient, il fait tout le contraire. Alors l'Agmara va dire, regarde, dans le cas du Zaken Mamré, de ce juge qui est parti contre la décision du Grand Sanhédrin, on va retrouver le même principe. On va voir que s'il n'emploie pas une expression précise quand il est en train de donner sa décision qui est contraire au Sanhédrin, il peut pas comparaître en cours et il peut pas être accusé de quoi que ce soit. Il faut qu'il emploie une expression qui est une expression directe qui pousse les gens à aller faire une bêtise. Alors regardez dans les mots, on va revenir dans le texte. Alors regardez ici. L'Agmara, elle dit, Amar Abaye. Abaye dit, Af anan nametanina. Nous aussi, on a déjà enseigné ce principe, que tant que l'expression précise n'est pas employée par le Beddin, on ne peut même pas commencer, encore une fois, l'histoire de Hourayot et de commencer à corriger l'erreur juridique. Il faut qu'il y ait une expression de permission qui pousse à l'action. Alors, c'est quoi le cas? Hazar les héros, quand ce juge expérimenté est revenu dans sa localité et a resiégé dans son beddin,
Shana velimed kederer shelimed, patour. S'il a réenseigné l'erreur contre la décision du Beddin, comme il avait enseigné au départ, pendant qu'il était en train de faire ses recherches, patour. Là, il n'est pas accusé de quoi que ce soit. Pour qu'il soit considéré comme un Zaken Mamré et donc un incitateur à la déviance spirituelle, Houra la Asot, il faut qu'il emploie une expression de psakdin, c'est-à-dire que voici la marche à suivre et c'est une décision officielle qui vient de ma cour rabbinique. S'il n'emploie pas cette expression, eh ben, il est pas liable. Il peut pas être accusé de quoi que ce soit. Donc, regardez dans les mots. Si, par exemple, Shana velimed kederer shelimed, s'il a donné une marche à suivre, mais il a fait ça d'une manière purement intellectuelle, comme s'il était en train de faire ses propres recherches et d'arriver à une conclusion à la fin de ses recherches talmudiques sur le sujet en question, il n'est pas tour. Par contre, quand il dit Houra la asot, quand il a issu une décision officielle de sa cour qui permet de faire telle et telle chose, c'est là où il devient Hayav. Avant ça, il n'est pas Hayav. Alors encore une fois, la Gemara, ce qu'elle a fait ici, c'est qu'elle nous a ramené un cas qui est peut-être un petit peu similaire parce que c'est une erreur encore une fois de décision juridique, mais on voit encore une fois le même principe. Le langage doit absolument être respecté. Parce que si le langage n'est pas respecté quand on issue une décision de la Cour, ça ne peut pas être catégorisé comme une décision officielle. Au contraire, on pourra peut-être même dire que c'est une réflexion purement intellectuelle et juridique, mais qui n'est pas donnée au nom de la Cour. Donc c'est important, encore une fois, ce que l'Agmara fait. Il faut absolument qu'un langage de permission et de pousser à l'action soit employé pour qu'on puisse catégoriser ça comme une erreur juridique. Sinon, on ne peut même pas démarrer le processus. C'est bon? Alors, Oui. oui, j'écoute, il y a une question? Non, 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 c'est bon. Ok. Alors, on va terminer avec un autre cas encore une fois. C'est encore une fois la promenade. La Gemara va emmener encore un autre cas où il y a une erreur juridique qui a été faite et on va voir que le même principe va revenir. Qu'encore une fois, tant que l'expression n'a pas été employée et dite explicitement, on ne peut même pas catégoriser ça comme une erreur juridique. Alors le cas que nous avons ici, il est très simple. C'est le cas d'une femme qui a, dont son mari est introuvable et comme vous savez, on a besoin de deux témoins pour justement qui témoignent que le mari est soit décédé ou qu'ils l'ont vu être abattu en combat pendant l'armée ou quoi que ce soit. Mais si on n'a pas de témoins qui viennent nous dire ça, quand on n'arrive pas à retrouver le corps, on ne peut pas permettre à cette femme de se marier. C'est ce qu'on appelle une aguna dans les lois de divorce. C'est une femme qui n'arrive pas à prouver que son premier mari est décédé. Parce que soit le corps n'est pas disponible, ou il n'y a pas de témoins qui ont vu quoi que ce soit. Alors, nous, on a une règle. Il y a certains cas où on n'a pas besoin de deux témoins. Et celui-là est l'un d'entre eux. Pour permettre justement à cette femme de recommencer sa vie et de rebâtir une famille, si on a juste un témoin qui vient et qui nous dit, j'ai vu monsieur se faire abattre sur le champ de bataille, on va le croire, on va accepter son témoignage et on va permettre à la madame d'aller se remarier. OK? Alors regardez le cas, comment il est allé dans la Gemara ici. Alors, Ama Rabbi Abba. Rabbi Abba, il rajoute, Af Anan Nametanina. Moi aussi, j'ai un exemple pour vous prouver encore une fois le même principe, que l'expression de décision juridique doit être exactement employée précisément pour que ça soit catégorisé comme une erreur juridique. Alors regardez le cas ici. Horula Beddin Lehinase. Le Beddin a donné, a issu une permission et une marche à suivre pour une madame et lui a permis d'aller se remarier. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Halcha, elle est partie, Vekilkela. Et elle s'est pas remariée, elle est partie avoir des relations illicites avec qui elle avait envie. Chayevet Bekorban. Elle doit emmener un korban, cette femme, pour se faire pardonner de l'acte immoral qu'elle aurait posé. Pourquoi? Shelo hitirula ela lehinase. Parce que ils lui ont permis seulement de se marier et pas d'aller avec qui que ce soit et de s'amuser sans un commitment ou une permission claire d'aller recommencer sa vie.
Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici d'après Rabbi Abba? Regardez le langage. Horu encore, qui est le nom de notre Maseret, Hurayot. Horu, ça veut dire quoi? Le Bedin a statué et a donné une marche à suivre. On a une permission officielle du Bedin que madame a le droit d'aller se remarier. Mais la permission qu'ils lui ont donnée, c'est d'aller se remarier. Ils lui ont pas demandé d'aller avoir des relations illicites et des aventures avec tous les hommes qu'elle avait à sa disposition dans la ville. Donc si jamais elle a fait une erreur et elle est partie et elle a eu une relation illicite et que par la suite, il s'avère que son mari était vivant, elle doit emmener un corban pour se faire pardonner. Et cette femme-là, elle n'est pas forcée de divorcer de son premier mari parce qu'elle a fait ça, Beshogeg. C'est involontaire. Elle pensait vraiment que le témoignage qu'on avait récolté, qui témoignait et qui prouvait que son mari était décédé, c'est sur ça qu'elle s'est basée. Et s'il y a eu une erreur, alors elle doit juste faire teshuva par rapport à l'acte qu'elle a fait, mais elle n'est pas interdite. C'est pas considéré comme un adultère. Pourquoi? Parce que même si elle n'a pas respecté la décision de la cour qui lui a donné une permission d'aller se remarier, certes, elle avait une permission de recommencer sa vie basée sur le témoignage que son mari était décédé. Alors quand ça s'avère que le mari n'est pas décédé et qu'elle est partie avoir une aventure avec un homme quelconque, elle doit emmener un corban pour se faire pardonner. Mais le point de Rabbi Abba, encore une fois, c'est quoi? Il faut qu'il y ait un langage de Horou. Horou, ça veut dire décision officielle de la Cour. On n'est pas juste en train de réfléchir intellectuellement sur une question donnée. C'est une décision officielle qui doit statuer et qui doit suivre un langage précis. Voilà, mes chers amis. Alors, je vous laisse là-dessus. Demain, je vous dis tout de suite, on va faire une grosse partie de ping-pong parce qu'on va essayer de justifier comment ça se fait que la Gemara ressent le besoin de ramener des exemples à la pelletée, et que la vérité, un seul exemple aurait été suffisant, que une fois que le langage est respecté et que ça devient une décision officielle de la Cour, eh ben l'affaire est jouée. On n'a pas besoin d'aller me chercher tous les endroits dans le Talmud qui prouvent le même point. Et on va voir que très souvent, quand le Talmud fait ça, c'est parce qu'il y a des erreurs possibles qui auraient pu être commises et qu'on préfère ramener tous les cas pour montrer clairement que dans tous les cas de figure, le langage doit être absolument respecté. Voilà, mes Alors, chers amis. Oui, petite question, j'imagine que ça doit avoir des paramètres pour dire ça, c'est un raisonnement intellectuel et ça, c'est une décision. Il y a des paramètres pour ça. ben, quand les juges s'assoient pour essayer de statuer et de débattre sur une question donnée, une fois qu'ils ont pris toutes les informations, qu'ils ont récolté les Hein. témoignages, qu'ils ont pris les évidences et tout, il faut absolument qu'ils emploient une expression particulière qui s'appelle Exact, hora'a. Le mot exact. hora'a, ça veut Mhm. dire que tu as issu une décision, un psak halacha, tu as tranché une décision halachique et ça devient une décision officielle de la Cour. Exact. OK. C'est bon. Ok, donc quand ils réfléchissent et ils arrivent à une conclusion, tant qu'ils n'ont pas prononcé et qu'ils n'ont pas utilisé l'expression, c'est pas encore catégorisé comme une décision officielle. Ça C'est devient une ça le décision saut. officielle. C'est ça le Pardon? saut de décision. That's the seal of the decision, the expression. Exact. C'est ça qui donne le Exact. site. Et par la suite, bien évidemment, ils vont l'écrire et il y a un Oui, sofer qu'on appelle le Sifra des Dayana. C'est le scribe du Beddin. Aujourd'hui, c'est comme. Vous voyez ça même dans les films, quand vous voyez des procès, par exemple, dans des films. Il y a toujours une madame qui est assise et qui tape à la machine. On a le même principe dans les cours rabbiniques. Il y a un sophère qui s'assoit et qui récolte les minutes et qui écrit tout ce qui se passe. Et quand il y a une décision qui est officielle, avec un sceau, du bedding et un tampon, ben on va devoir issu, genre, un papier pareil pour officialiser la décision de la cour. OK. Voilà, mes chers Merci. amis. Alors, je vous laisse et on se voit Bezrat Hashem demain. Passez une excellente journée. Merci, au revoir.